Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce dernier webinaire 2025 qui est autour de la santé mentale au travail. Alors, vous le savez, on vous a accompagné, en tout cas l'équipe Grand Compte vous a accompagné cette année sur ce grand sujet, cette grande cause nationale 2025. Et nous souhaitions vous proposer ce webinaire. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me mettre je vous explique un peu comment va fonctionner ce webinaire. Est-ce que vous pouvez m'indiquer que vous m'entendez bien et que vous nous voyez bien, s'il vous plaît? Alors, vous avez sur la partie droite de votre écran, ou gauche, ça dépend, une partie questions ou chat. Donc, je veux bien que vous me mettiez oui, non, bonjour, qu'on puisse savoir si Oui, vous nous c'est bon, entendez. tu as un oui, Latifa, c'est bon, on nous entend. Et c'est bien, c'est dans les questions, c'est parfait. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Merci à tous pour votre retour. Alors, vous allez avoir un document, vous pouvez télécharger, donc toutes les slides qui vont être présentées sont téléchargeables. Vous les retrouvez sur le côté droit de votre écran, normalement, ou gauche. Donc, c'est un document que vous pouvez télécharger et conserver pour avoir la trace de ce webinaire. En parallèle, nous allons vous ouvrir des espaces de discussion. Donc, lorsqu'on vous posera des questions, vous pouvez les poser aussi, nous les regrouperons dans des espaces ou des moments dédiés pour vous permettre d'échanger et d'avoir des retours sur vos questions. Alors, avant de commencer, je vais présenter Aurore et moi. Alors, notre rôle est de vous accompagner. Je pense que certaines de nos entreprises sont connectées aujourd'hui et merci à vous. Merci à vous tous d'ailleurs de vous être mobilisés pour ce dernier moment. En tout cas, ce dernier webinaire 2025, je le disais tout à l'heure. Alors, Aurore et moi, notre rôle, et puis l'équipe Grand Compte, c'est d'accompagner les entreprises Grand Compte sur la stratégie de développement RH, également sur les plans de développement de compétences et les stratégies de formation. Au-delà de cela, on vous donne au courant de l'année des moments spécifiques d'échange et de points d'attention sur des sujets qui animent les entreprises et qui sont au cœur de leur actualité. Pour nous accompagner sur ce webinaire, nous avons fait appel au cabinet Finaxim, qui est un de nos cabinets partenaires, qui a répondu présent. On les remercie, je vais les laisser se présenter. Donc, on a Li Kim, Lu et Caroline Manucci qui animera l'ensemble de ce webinaire. On vous remercie pour votre présence, pour votre mobilisation et je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup Latifa, merci Aurore. Je prends la parole avant de laisser la parole à l'experte Caroline. Alors je suis Likim Lu, je travaille du coup au sein du cabinet Finexim qui est, comme le disait Latifa, un des cabinets partenaires référencés pour accompagner les entreprises adhérentes d'Atlas. Je suis business partner depuis 4 ans et demi chez Finaxim et en interne chez Finaxim, l'interlocutrice référente sur toutes les questions liées à ce dispositif. Caroline, je te laisse la main pour démarrer. Merci Likim. Avec Bonjour à plaisir. toutes et à tous. Donc moi je suis Caroline Manucci, donc je suis DRH spécialisée en développement RH et en accompagnement des organisations au sein du réseau Finaxim. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'explorer avec vous un sujet essentiel à la performance durable, la santé mentale au travail et comment chacun, manager comme collaborateur, peut contribuer à créer un environnement qui soit plus serein, plus équilibré et plus humain. Donc, quand on parle de santé mentale en entreprise, beaucoup de personnes ressentent encore un malaise. Le sujet reste encore tabou et pourtant, il nous concerne tous au même titre que la santé physique. Alors, du coup, j'aimerais commencer par un petit sondage vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de répondre. Selon vous, en un mot, qu'est-ce que la santé mentale au travail, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Alors, on vous laisse répondre dans la case dédiée. Je profite de ce petit interlude pour vous rappeler que du coup, tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet questions. On fera régulièrement des pauses pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à les mettre dès que vous y pensez pour ne pas les perdre. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelques réponses qui apparaissent? Alors, c'est le sondage. Oui, alors du coup, là, comme c'est une question ouverte, ça devrait apparaître, j'imagine, dans… Alors, c'est dans questions qu'il faut que vous répondiez pour celui-ci. On est sur une question ouverte, donc en fait, vous pouvez répondre directement dans l'onglet questions. Qu'est-ce que la santé mentale au travail évoque pour vous?
un mot, une phrase. Allez-y dans l'onglet questions. Alors, on a RPS. RPS. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein, Tout est Vous permis. pouvez, Alors, bien-être, burn-out, fatigue, stress, RPS. RPS revient plusieurs fois. Allez-y, n'hésitez pas. Bon, bah, c'est équilibre. RPS qui revient le plus souvent, ouais. Équilibre. Équilibre. Venir travailler sans avoir la boule au ventre. Oui. Une... Ok, bah, très bien. Bah, on va parler de tout ça aujourd'hui, donc c'est très bien. Ouais. Alors, l'objectif, dans un premier temps, déjà, c'est de déstigmatiser ce qu'on entend par santé mentale. Et donc, j'aimerais faire un petit comparatif, un comparatif en tout cas opposé. Quand on parle de santé mentale, de quoi parle-t-on et versus la maladie mentale, parce que ce n'est pas clair pour chacun. Et c'est absolument essentiel pour comprendre de quoi on parle. Alors, la santé mentale, ça va vraiment être un état de bien-être psychologique qui se cultive au sein d'un environnement. Donc, vraiment tout ce qui concerne l'équilibre émotionnel, la capacité à gérer le stress, avoir de bonnes conditions pour travailler, à entretenir de bonnes relations avec son environnement. Et à l'inverse, la maladie mentale, ça va être, alors ça peut être associé, mais en tout cas, ça va être spécifiquement un trouble qui va être diagnostiqué par un professionnel, type dépression sévère, anxiété pathologique ou autre, et qui va nécessiter un suivi médical et souvent de la médication. Donc déjà, c'est très important de faire le distinguo entre les deux. Et donc, en termes d'image, pour que vous puissiez comprendre, la santé mentale, c'est comme une météo. C'est-à-dire que certains jours, il fait beau, certains jours, il ne fait pas beau. En revanche, la maladie mentale, la météo, elle reste bloquée en mode tempête en permanence. Si on n'a pas le soutien médical d'un spécialiste et ou d'un traitement en parallèle, la météo va rester bloquée. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la santé mentale, on peut agir dessus au sein d'une organisation. La maladie mentale nécessite un accompagnement externe d'un professionnel dédié. Alors, pourquoi est-ce que le sujet de la santé mentale reste encore tabou? Alors souvent, il y a la peur du jugement parce que dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, oser dire qu'on ne se sent pas bien, c'est être perçu comme faible ou moins performant et du coup, en comparaison aux autres, on n'ose pas en parler. Il y a également une croyance erronée qui est que si j'en parle, je vais me mettre en danger, en tout cas ma carrière. Parce que comme je risque d'être stigmatisée comme étant quelqu'un de plus faible que les autres, on va peut-être me donner moins d'opportunités. Il y a une certaine confusion également entre, justement, je le disais tout à l'heure, la santé mentale et la maladie mentale, où parfois un collaborateur ne fait pas la différence ou un manager ne fait pas la différence. Et du coup, il est nécessaire que ce soit clair pour chacun pour pouvoir trouver les leviers nécessaires pour pouvoir avancer. Et puis enfin, dans beaucoup d'organisations, malheureusement, on va retrouver quand même une certaine culture du silence. Ici, on tient bon, on serre les dents, on fait corps pour pouvoir résister. J'ai juste une question. Est-ce que vous voyez bien la slide en entier? Parce que moi, j'ai une petite fenêtre à ma droite et je ne sais pas si vous la voyez aussi. Oui, oui. Oui, oui, oui. Vous ne voyez pas ma petite fenêtre, c'est tout bon. Hein? Oui, on voit tout, tout est bien. Ok, super. Bon, parfait. Justement, pour pouvoir parler de cette santé mentale, j'aimerais vous montrer un petit témoignage. Enfin, un petit, non, un témoignage. Le témoignage de Valérie. On regarde et on en parle après. Avant cette réunion, j'ai pris la voiture, je suis rentrée chez moi, j'ai fait la route. Et là, je me suis allongée sur mon canapé et je me suis retrouvée figée. Mon corps ne bougeait plus, je ne faisais pas un malaise. Je pouvais parler, j'étais dans l'incapacité de bouger mes membres. J'ai laissé passer la soirée et le lendemain, je retourne au bureau, je prends le volant et là, je ne vois pas grand-chose. Mais bon, je vais au bureau, j'allume mon PC et là, je ne vois rien. Je fais le zoom et là je grossis par 100, par 160 mes fichiers Excel pour voir quelque chose. Ça m'interpelle, mais je fais rien et je continue sur ce rythme. Je me repose les week-ends, je travaille, je m'investis beaucoup jusqu'à janvier 2019 où là c'est la fête de fin d'année, où je me rends à cet événement et là je me retrouve face à mon président et je vais pour le saluer, le remercier de la soirée, lui dire bonsoir et là je m'écroule à ses pieds en lui serrant la main.
En rentrant de cette réunion, j'ai pris la voiture. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait la route. Qu'est-ce que vous relevez du témoignage de Valérie? Alors, pareil, vous pouvez le répondre dans l'onglet questions, s'agissant d'une question ouverte. Allez-y. Merci. Qu'est-ce qui vous interpelle dans son témoignage? Alors, j'ai déni. Intéressant. N'hésitez pas. Ne s'écoute pas, ne réalise pas sa situation. Le corps parle. Oui. Les signes du corps évoquent les effets d'un burn-out. Perte de contrôle, la santé mentale impacte aussi le physique, somatisation. Elle n'a pas su s'écouter. Qu'est-ce qui s'est produit, à votre avis, au moment où elle s'est effondrée? Physiquement, j'entends. Pareil, vous pouvez répondre toujours dans l'onglet questions. Trop tard. Ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une accumulation de signaux qui étaient pourtant pas si faibles et elle a fait le choix de les ignorer. Elle a fait le choix de ne pas s'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, on est quand même une très, très belle mécanique et le cerveau est au service de cette mécanique et le cerveau l'a disjonctée à un moment qu'elle n'attendait pas et elle s'est effondrée. Et ça, c'est un burn-out. Parce qu'effectivement, elle a été au bout de ce qu'elle était capable de supporter. Et n'écoutant pas ce qui était bon pour elle et n'écoutant pas les signaux qui lui disaient arrête, 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 prends soin de toi, le cerveau a décidé de la disjoncter complètement. À votre avis, du coup, c'est de la santé mentale ou de la maladie mentale? C'est un peu tricky, ça. Alors, pareil. Santé. J'ai comme réponse santé. Entre les deux. Ouais. Voilà, j'ai comme réponse santé et entre les deux. En fait, vous avez raison. Au début, c'est un sujet de santé mentale. Mais très souvent, et ça, on s'en rend compte une fois que le cerveau nous a disjonctés, on va rentrer dans un état de dépression profonde. Et ça, du coup, c'est une maladie mentale qui vient s'associer directement à un sujet de santé mentale. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, pour pouvoir comprendre ces signaux, on va déjà essayer de les identifier. Donc, les signaux d'alerte qu'on connaît le plus souvent, on parle beaucoup de burn-out, mais on parle assez peu de bore-out ou de brown-out. Et pourtant, c'est trois syndromes qui se ressemblent, mais qu'il est important de distinguer parce que ça ne va pas être les mêmes leviers qui sont derrière. Et du coup, pour pouvoir les identifier et les comprendre, c'est important de les différencier. Alors, le burn-out, ça va être l'épuisement par la surcharge. Donc là, on va être plutôt sur un effondrement lié à une charge de travail, à une pression qui peut être trop forte ou prolongée. Les signes qu'on va pouvoir observer, c'est une fatigue intense, de l'irritabilité, de la perte de concentration, des erreurs de plus en plus fréquentes. En termes de présentéisme aussi, la personne est là, mais en fait, elle est à bout d'énergie, voire par moments, vous la trouvez un peu hagard. Il peut y avoir des symptômes physiques aussi, des insomnies, des douleurs, des migraines, des pertes d'appétit. Et l'effet ressenti par la personne, en définitive, c'est le sentiment de ne plus tenir et de perdre toute énergie et que finalement, elle n'y arrive plus, sauf qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'y arrive plus et du coup, elle va chercher des ressources en elle coûte que coûte pour pouvoir tenir plus longtemps. Jusqu'à ce que soit elle arrive à l'entendre et à le comprendre et elle va voir un médecin, soit le cerveau la disjoncte et c'est le crack comme Valérie. À côté du burn-out, on a également ce qu'on appelle le bore-out. Et donc là, ça va être un épuisement également, mais par l'ennui. Donc là, c'est une souffrance qui va être liée davantage à un manque chronique de tâches intéressantes ou de stimulation. Donc, en termes de signes observables, ça va être du désengagement, une certaine passivité, un isolement, des comportements d'évitement aussi, des personnes qui peuvent passer du temps sur des tâches annexes, qui peuvent se perdre en navigation web, etc. Et une fatigue qui peut sembler paradoxale parce que finalement, cette lassitude épuise autant qu'une surcharge parce qu'elle coûte en énergie pour faire face à cet épuisement, à cet ennui, pardon. Et donc, l'effet, ça va être une perte de sens à ce qu'on fait et de démotivation profonde. Et enfin, le brown-out, donc là, ça va être vraiment l'épuisement par la perte de sens. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose
qui n'a pas de sens, qui ne résonne pas pour soi. Donc, c'est un malaise qui est vraiment lié à la perception quant à l'utilité de son travail, ou qui peut être contraire à ses valeurs, ou qui peut être déconnecté d'un but qui soit suffisamment clair. Et ce qu'on va pouvoir observer, ben, ça peut être une forme de cynisme, par exemple, un discours désabusé. À quoi bon de toute façon? On va observer une baisse de performance, volontaire ou inconsciente, parce qu'on est déjà sur le début de la descente. Un sentiment d'absurdité aussi, de frustration face à des tâches qui peuvent être perçues vraiment comme inutiles, voire même idiotes, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, et on a perdu complètement le sens à ce qu'on fait. Donc, il y a une certaine, en termes d'effet pour la personne concernée, ça va vraiment être une déconnexion émotionnelle et forcément une perte d'engagement associée. Petit sondage pour pouvoir répondre dans le chat ou dans les questions. Est-ce que vous avez déjà senti certains de ces signes? Alors, je lance le sondage. Ah oui, parce que là, c'est sondage, effectivement. On vous laisse 1 à 2 minutes pour répondre. Ça donne quoi? On a une tendance qui se détache. Assez forte, oui. Je pense que c'est bon, tu peux délivrer les résultats, ça bouge plus trop. Alors, ça, c'est moi qui dois les délivrer ou? C'est moi. Ah, c'est toi, super, parce que moi, je ne les vois pas. L'affichage. Voilà, ça arrive. Alors, partage des résultats. Hop. Vous voyez mon écran. Sur les résultats, on a effectivement une tendance assez forte, puisqu'on a 84% des répondants qui disent oui, et 16% seulement qui disent non. Ok, intéressant. Bah, bravo pour ceux qui ne l'ont pas senti, c'est une chance. Pour ceux qui les ont déjà sentis, je ne suis pas surprise, parce qu'on est dans un monde de l'entreprise qui est très difficile, très exigeant et qui ne nous apprend pas nécessairement à nous protéger. Et du coup, vous allez voir dans ce webinaire, vous allez trouver quelques clés, quelques tips qui devraient vous aider. Et, pardon, on revoit mon écran ou pas là? Absolument, oui, oui. Ouais, c'est bon? Ok, parce que j'ai des petites choses qui s'affichent. Ok, du coup, on avance. Alors maintenant qu'on a identifié les signaux d'alerte, c'est intéressant aussi de s'interroger sur la façon dont le manager peut devenir un repère clé aussi pour prévenir et agir au bon moment. Alors, l'objectif d'un manager, justement en termes de santé mentale, c'est quand même cette capacité à donner l'exemple. Ce qu'on va attendre de lui, c'est qu'il ait la capacité à adopter lui-même une posture saine. Donc, il fasse des pauses, qu'il ait un juste équilibre vie pro, vie perso, qu'il s'accorde un droit à la déconnexion. Alors, évidemment, pas nécessairement dans les périodes de grand rush, mais en tout cas au quotidien, il a cette vocation à donner cet exemple. Et puis, également à partager son expérience lorsqu'elle est appropriée. Moi aussi, il m'arrive d'avoir des moments de fatigue et voilà comment je m'organise. Parce que du coup, ça permet d'humaniser la démarche et de montrer, de donner le droit, entre guillemets, à l'équipe de s'autoriser aussi à ressentir ces difficultés-là. Et ça, c'est vraiment essentiel dans ce rôle modèle qu'incarne le manager. Mais en revanche, il faut bien comprendre que le manager n'est ni psychologue ni médecin, mais c'est un acteur clé de la prévention. Il a une responsabilité claire qui est de voir, d'écouter, d'orienter, parce qu'il connaît son équipe, il connaît ses collaborateurs. Alors du coup, comment s'y prend-on? On va commencer déjà par lui demander d'observer sans juger. Donc qu'il soit attentif au changement de comportement. Quelqu'un qui va faire état d'une fatigue inhabituelle, d'une certaine irritabilité, qui va s'isoler ou qui a l'air plus désengagé, enfin qui a l'air désengagé alors qu'il ne l'était pas précédemment, par exemple. Mais il faut également dialoguer avec bienveillance. On ouvre le dialogue, on pose des questions ouvertes. Comment est-ce que tu te sens en ce moment? On est dans une écoute qui soit vraiment active. On n'est pas là pour lui trouver des solutions, on est là pour l'entendre, pour l'écouter et pour le guider, pour
pour qu'il trouve lui-même aussi les clés s'il le peut, sinon on l'accompagne, pour pouvoir trouver des solutions pour l'aider. Et puis, on va également l'orienter pour le protéger. Donc, on va chercher à le rassurer, à montrer que parler de ses difficultés, ce n'est pas un signe de faiblesse. Si nécessaire, on aménage aussi temporairement sa charge de travail, ses priorités quand c'est possible. On va l'encourager à contacter éventuellement des relais internes, comme les RH, comme la médecine du travail ou une cellule d'écoute si elle existe. Mais ça peut être aussi des relais externes. Ça, on le verra un peu plus tard. Et puis, rappeler que on a le droit de demander de l'aide, que c'est aussi une démarche qui est professionnelle, qui n'est pas que personnelle. Et pour ce faire, moi, je vous recommande un petit outil qui est vraiment pratique à utiliser, qui s'appelle l'échelle du ça va, que vous pouvez utiliser en équipe, en début de réunion, par exemple, pour rendre visible l'invisible. Vous la posez en début de chaque réunion, par exemple, ça permet de normaliser le fait que on ne va pas toujours bien et c'est OK, on est humain. Et du coup, on va donner l'opportunité à chacun de s'exprimer, d'entendre l'état émotionnel de chacun et éventuellement de proposer son aide ou son soutien. Et donc, d'utiliser ce type d'outil, par exemple, au quotidien, en tout cas suffisamment régulièrement, ça va vraiment apporter déjà une solidarité plus importante, un sens de l'équipe plus fort et une attention envers les uns et les autres. Et puis, parmi les signaux d'alerte, ce dont on parle de plus en plus, mais qui sont des éléments clés, c'est évidemment la charge mentale et l'hyperconnexion. Pardon. Alors, pourquoi est-ce que la charge mentale… Ah, pardon, ouais, bon, ça, vous le lirez dans le livrable, vous avez la façon dont déployer l'échelle du ça va. Donc, pourquoi est-ce que la charge mentale explose? D'une part, on va observer une multiplication des canaux. Aujourd'hui, on va être sollicité par mail, par Teams, par WhatsApp. On va avoir, pour peu que vous travaillez sur un espace collaboratif type Slack, vous avez des notifications qui arrivent régulièrement. Donc déjà, vous avez cette perturbation très régulière au quotidien. Et puis, il y a cette notion aujourd'hui de travail sans frontières où, comme on a accès aux mails sur nos téléphones, voire on a tous des ordinateurs portables qu'on ramène à la maison, donc on va lire ses mails le soir, on va préparer ses slides le dimanche, sans oublier le télétravail. Puisqu'on travaille de chez soi, bien souvent, on va se déconnecter plus tard ou alors on y revient plus facilement. Et donc, puisqu'on travaille chez soi, on a tendance aussi à ramener des préoccupations personnelles au bureau parce qu'on n'a pas toujours le temps de les traiter à la maison puisqu'on y travaillait. Et du coup, il y a une frontière finalement qui s'atténue au fur et à mesure et qui peut être délétère. Et puis enfin, la pression invisible, ce sentiment de devoir toujours être disponible, la peur de ralentir la machine si on décroche, de voir ses collègues parfois travailler plus tard, donc ne pas oser ralentir parce que les autres ne le font pas, alors que finalement, chacun travaille à son rythme. Peut-être que vous travaillez plus vite qu'un autre, ou peut-être qu'il vous faut moins de temps pour réaliser une tâche, mais comme personne n'en parle, ça peut conduire à des excès parce que finalement, il y a une volonté de faire comme les autres et ça crée une pression qui est invisible. Et puis évidemment, il y a des facteurs aggravants. Je parlais tout à l'heure de la multiplication des canaux, mais qui du coup crée aussi une interruption permanente. Des notifications, ça coupe le fil de la pensée, donc il y a une baisse de concentration évidente. Ça devient nécessaire de désactiver les notifications pour ne pas être dérangé ou interrompu en permanence, pour garder sa concentration et ne pas se laisser distraire. Il y a également des mails qui peuvent arriver hors horaire de travail. C'est devenu banalisé, mais pour autant, c'est quand même perçu comme une injonction implicite. Alors, il y a certaines entreprises, heureusement, qui ont créé des règles autour de ça, mais ce n'est pas encore partout. Et donc, c'est vraiment, il faut avoir conscience de ce que ça génère chez les collaborateurs et également cette culture du réponse, je réponds tout de suite, cette réponse immédiate attendue, qu'on confond souvent avec la réactivité. Il y a le fait de répondre immédiatement à une urgence, ça c'est OK parce que des urgences, il n'y en a pas tout le temps, mais en revanche, chaque demande n'est pas une urgence. Et donc, c'est important de faire la différence, de comprendre aussi à quel moment je dois faire cet effort-là, mais je ne peux pas le faire de façon systématique. Et puis enfin, le travail qui est de plus en plus fragmenté avec 10 tâches en parallèle et ce qui conduit à avoir une impression
de ne jamais terminer, de ne jamais aboutir concrètement à quelque chose. Et ça génère de la frustration. Donc, souvent, l'ensemble de ces facteurs amènent à poursuivre le travail intellectuellement en dehors pour avoir le sentiment d'être plus efficace le lendemain, et c'est en vain la plupart du temps. Puisque l'hyperconnexion alimente notre charge mentale, c'est intéressant aussi de s'interroger sur le droit à la connexion qui peut devenir qui doit même devenir un espace de respiration. Alors chez vous, ça m'intéresse aussi, concernant le droit à la déconnexion, est-ce qu'il est réel ou formel? Je m'explique. On parle d'un droit à la connexion réel quand il est vraiment incarné dans la culture de l'entreprise, avec des managers qui sont exemplaires, avec des horaires qui sont respectés, des règles qui sont claires, exemple, pas de réunion après 18 h, pas de mail le soir, etc. On va dire que le droit à la connexion est plus formel quand il existe essentiellement sur le papier. Vous avez une charte de déconnexion, des accords QVCT, etc. Mais finalement, les pratiques continuent comme avant. Alors, ce qui va faire la différence, évidemment, c'est quand le manager donne le ton, puisque c'est lui qui va donner l'exemple vis-à-vis de son équipe. Chez vous, dans votre entreprise, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez concernant le droit à la connexion? Est-ce qu'il est, réellement appliqué? Est-ce qu'il est plutôt symbolique? Vous pouvez répondre toujours dans l'onglet questions. Il y a une tendance qui se détache. Aurore, on ne t'entend pas. Ah, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi. Oui, c'est tout bon. Merci Latifa. Donc oui, je disais appliquer, beaucoup d'appliquer. J'ai un symbolique globalement appliqué. Appliqué, nous avons une charte que nous envoyons aux collaborateurs lors du rappel de prise de congé. Réel, sauf en période de forte charge de travail. Okay. Voilà les réponses que j'ai. Très bien. Pour ceux qui souhaitent encore améliorer ou pour ceux qui sont concernés par le plutôt symbolique, moi j'ai quelques petits outils que je vous présente rapidement. Le time blocking qui permet de planifier sa journée en blocs de temps dédiés à une seule tâche, par exemple, qui va permettre de se protéger du multitâche, d'un certain nombre d'interruptions, etc. et qui permet d'intégrer quand même des pauses également dans des blocs pour éviter la saturation. Souvent, ça, moi, je vois cet effet très régulièrement, les gens qui prévoient leur agenda qui est absolument booké de l'arrivée jusqu'à la fin. Et en définitive, pour pouvoir faire face à l'imprévu, c'est important dans sa journée de garder 20% de inoccupé parce qu'il y a toujours un imprévu qui va survenir. Et finalement, si votre journée est prévue du début jusqu'à la fin complètement bloquée, vous n'avez pas de quoi faire face à l'imprévu et du coup, forcément, c'est une surcharge. Donc ça, c'est important en termes d'organisation. Vous avez également la règle des 20. Donc, se donner au moins 20 minutes dans la journée sans aucun écran pour pouvoir reposer cérébralement, cognitivement, votre regard, votre cerveau. Ça va venir réouvrir votre capacité à vous montrer créatif. Ça va venir réengager votre concentration également après ça. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en place et qui est très efficace. Ça permet, mais en revanche, il faut vraiment le faire en conscience. Et dernier petit outil, c'est la micro-séance d'inspiration où on va se consacrer 5 à 10 minutes pour une micro-activité inspirante. Peu importe l'activité, ça peut être simplement écouter un morceau de musique qui vous fait du bien, mais vous le faites vraiment en déconnectant tout le reste. Ça peut être dessiner, écrire 3 idées, ça peut être les 3 kiffs par jour, par exemple, de Servan-Schreiber. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de petites choses que vous pouvez identifier et de prendre ce temps pour vous dans la journée, ça va vous permettre de repartir plus aisément dans votre charge de travail. Mais quand on fait tout ça, c'est très bien, mais il faut quand même aussi repenser aux managers sur qui on compte beaucoup, mais qui pour autant ne sont pas des robots.
Et ils incarnent, en fait, il faut avoir conscience qu'un manager aujourd'hui, ils incarnent à la fois les objectifs de l'organisation et du coup d'engager l'équipe à la réalisation de ces objectifs, mais ils sont également le garant du lien humain avec elle. Et du coup, forcément, c'est deux éléments qui sont extrêmement importants et qui va venir chez le manager bousculer beaucoup ses propres émotions, ses limites, qui sont d'ailleurs rarement reconnues. Et on va souvent observer des managers qui peuvent faire face à une surcharge émotionnelle, parfois un sentiment d'injustice, qui peuvent s'isoler et qui finissent par se poser la question, je prends soin de tous, mais qui est-ce qui prend soin de moi? Et c'est souvent, malheureusement, un angle mort dans nombre d'organisations. Et du coup, parce qu'ils vont prendre la pression, on va leur demander de l'absorber par la direction et en revanche de la transformer en énergie positive vers le bas, donc vers leurs équipes. Et aujourd'hui, honnêtement, il y a très peu d'organisations dans lesquelles on va trouver un espace d'expression et de soutien pour les managers. Donc finalement, si vous ne leur donnez pas les moyens et le temps et l'espace de pouvoir gérer cette activité-là, vous avez des managers qui finissent par arriver à une certaine fatigue empathique et un besoin de se protéger et qui, du coup, vont développer une distance protectrice. Aujourd'hui, les managers font face à la double exigence du résultat parce qu'on va attendre objectifs chiffrés, deadline, reporting, mais également, pardon, je suis allée dans le mauvais sens, mais également du care, parce qu'on attend de lui qu'il apporte de l'attention à l'humain, qu'il soit dans l'écoute, qu'il soit capable de gérer des conflits, qu'il soit capable de motiver ses équipes. Et c'est une double exigence qui crée une tension permanente. Et comment est-ce qu'il peut rester permanent tout en restant humain? Ça n'est possible que s'il a une posture qui soit juste et s'il a des moyens et un soutien nécessaire. Donc, quelques clés de posture à évangéliser auprès des managers ou à utiliser si vous vous sentez concerné. C'est important de reconnaître sa propre vulnérabilité. Un manager a le droit de dire qu'il est fatigué. C'est important également de fixer des limites claires, de poser un cadre. Ce n'est pas manquer d'empathie, c'est juste être dans une démarche durable vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son équipe. Et ce que vous vous accordez, forcément, vous l'accordez aux autres. Pratiquez évidemment une écoute active pour distinguer véritablement quand un collaborateur a besoin d'être entendu et ce qui ne nécessite pas forcément d'apporter une solution. Il ne faut pas confondre écouter et résoudre une situation. Le collaborateur peut résoudre plus facilement une situation s'il a le sentiment d'être entendu. Et puis enfin, s'autoriser à demander du soutien à des RH, à des pairs, demander un coaching, demander une supervision, etc. Quel type d'espace d'expression ou de soutien vous pouvez proposer aux managers? Donc là, je vous en ai mis quelques-uns que vous aurez dans le livrable. Il y a la revue des managers qui permettent de faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls, qui peuvent s'inspirer de solutions issues du terrain. Le canal question-minute, par exemple, pour pouvoir diminuer sa charge mentale. Des flash learn pour pouvoir les aider à valoriser entre eux des compétences internes et peut-être s'aider à monter en compétences. Le quart d'heure de respiration managériale, le rituel de priorisation, un espace d'expression pour les irritants managériaux aussi, pour pouvoir donner une voix collective aux irritants de façon opérationnelle, mais sans jugement, parce que quand on est RH, on se rend pas forcément compte de la façon dont ça va être perçu par les managers dans le faire sur le terrain. Et puis sinon, avec des profils plus expérimentés, on peut envisager du mentorat express. Et moi, j'aime bien les walk and talk. Donc, quand il y a des sujets sensibles, vous partez vous promener avec le manager pendant une petite demi-heure. Et c'est l'occasion de traiter quelques sujets sensibles. Et le fait de le faire en marchant, vous allez réduire le stress, vous allez améliorer la qualité d'écoute. Et quand il va revenir, il sera beaucoup plus capable de faire face à la difficulté. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ou est-ce que c'est clair et on avance? Dites-moi. Eh bien, écoute, pour l'instant, je n'ai pas de questions d'afficher. Donc, c'est que tout doit être clair. Voilà, tu peux poursuivre, Caroline. Formidable.
Je vais juste me permettre de faire une précision. Vous pouvez échanger en liberté sur cet espace de questions, puisqu'on garde évidemment l'anonymat des personnes qui posent des questions. Donc, si toutefois il y a des sujets qui peuvent paraître sensibles, parce que le sujet est en lui-même sensible, n'hésitez pas. On posera uniquement la question et ça vous permettra aussi de repartir avec votre réponse. Tout à fait. Merci Latifa. Alors, maintenant qu'on a vu effectivement cette notion de le rôle du manager dans la santé mentale, c'est aussi intéressant de s'intéresser sur notre environnement. Est-ce que notre environnement nous aide à maintenir une bonne santé mentale? Et donc, de quoi se parle-t-on quand on parle d'environnement? C'est de la culture d'entreprise et du climat psychosocial, pardon, parce qu'une bonne culture d'entreprise, un bon climat psychosocial, ça se construit. Alors, qu'est-ce que le climat psychosocial? Ça va être l'ambiance qu'on vit au quotidien par les collaborateurs, donc le niveau de confiance, de sécurité psychologique, de coopération. Ça va refléter la perception immédiate. Est-ce qu'on se sent respecté? Est-ce qu'on se sent écouté, entendu, soutenu? Et ça peut varier d'une équipe à l'autre. Et ça peut changer très rapidement selon les pratiques managériales ou la communication. On peut voir ça typiquement quand il y a un changement de management, par exemple, dans une équipe. Tout pouvait aller très très bien, changement de management, en fait il y a un changement d'ambiance derrière et inversement, peut-être qu'avant ça se passait pas bien et puis un nouveau manager va venir et avec tous les éléments qu'on a pu déjà évoquer, amener davantage d'écoute, davantage de considération et pouvoir améliorer le climat psychosocial de son équipe. Et puis également la culture psychosociale. Pardon, je n'ai pas déroulé mes slides au bon rythme. La culture psychosociale, contrairement au climat, ça va vraiment être le système de valeurs de l'organisation. Donc, c'est les règles implicites de pratiques collectives autour de la relation au travail et aux personnes. Dans certaines entreprises, par exemple, il est normal de dire oui publiquement. Dans d'autres, ça va être plus implicite et plus rare. Et cette culture psychosociale, elle est plus structurelle, plus durable que le climat. Elle va nécessiter un travail de fond pour pouvoir évoluer. Et pourquoi est-ce que c'est essentiel d'avoir conscience de cette culture d'entreprise et de ce climat psychosocial? C'est que c'est essentiel pour la santé mentale. Parce qu'une culture saine va favoriser la prévention, elle va autoriser la parole, elle va valoriser les efforts, elle va rendre légitime le fait de demander de l'aide. Donc, tout ça favorise une bonne santé mentale. À l'inverse, quand vous ne travaillez pas justement à cette culture d'entreprise et à ce climat psychosocial, ça peut générer un stress chronique qui ne vient pas uniquement de la charge de travail, mais qui vient également d'un climat relationnel, par un manque de reconnaissance, des injustices qui sont perçues, des absences de soutien. Et donc, inévitablement, ça nuit à la santé mentale. Un indicateur qui est très fort pour la santé mentale, c'est la reconnaissance. C'est souvent le prisme le plus facile à explorer en live, parce qu'on va pouvoir reconnaître les résultats. Ça va être le quoi, les efforts, le comment, la personne, ça va être le qui. Alors, du coup, quand elle est présente, justement, cette reconnaissance, on va pouvoir observer un sentiment d'utilité, une énergie collective et de coopération qui va vraiment renforcer la productivité, la performance individuelle et collective. À l'inverse, quand elle est absente, cette reconnaissance, souvent, ça génère de la démotivation, du désengagement et donc forcément, à terme, du turnover. Question de sondage. Dans votre entreprise aujourd'hui, vous diriez que la reconnaissance, est-ce qu'elle est plutôt rare, plutôt occasionnelle, elle est présente mais plutôt informelle, ou est-ce que c'est quelque chose de parfaitement acquis et c'est intégré et structuré? Est-ce qu'on a des résultats qui se détachent un peu? Alors, c'est toujours en train de voter, là. Je ne Okay. sais pas si tu as mis ton micro, Latifa, mais si tu parles, on ne t'entend pas.
Pardon, oui, pardon. Merci. En effet, les entreprises elles sont en train de répondre. On est à 45% des participants. On va attendre encore un peu que tout le monde puisse s'exprimer. Et je vous rappelle que les réponses au sondage sont également confidentielles. Hein, donc, on joue la transparence et on répond au sondage, si vous voulez bien. Alors, je pense qu'on peut, ça s'est stabilisé. Donc, je peux vous partager les résultats si vous souhaitez. Alors, il faut que je mette en pause la présentation. Est-ce que c'est OK là? Est-ce qu'il s'affiche les résultats? Oui, je les affiche. Super. Voilà ce qui se dessine. Donc, l'occasionnel 35%, rare très peu, 6%, et puis enfin, ex-aequo, présente mais informelle et intégrée et structurée. OK, super. Bah, écoute, merci. Et ben justement, pour pouvoir, merci d'avoir répondu. Hop, pardon, j'ai une petite fenêtre, voilà. Alors, je vous propose quelques petites initiatives, vous pourrez les regarder tranquillement dans le livrable, mais qui sont faciles à mettre en place si vous cherchez l'inspiration pour pouvoir justement développer davantage la reconnaissance. Alors, vous avez la minute de reconnaissance en réunion qui permet d'ancrer le positif et de valoriser des efforts qui soient visibles. Le merci formalisé qui va renforcer la gratitude et rend la reconnaissance tangible, concrète. La journée sans réunion, c'est assez apprécié parce que ça va libérer du temps profond et réduire la charge mentale, parce que dans nombre d'organisations, les collaborateurs, à partir d'un certain niveau de responsabilité, rebondissent de réunion en réunion toute la journée et en définitive, quand il s'agit de produire, de faire des synthèses, de pouvoir réfléchir, ils le font en fin de journée et c'est compliqué en termes de charge et c'est compliqué aussi en termes de réunion, parce que, en termes de reconnaissance, parce qu'on a vraiment le sentiment de ne pas avoir le temps de produire et donc de ne pas faire valoir un travail de qualité. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Les feedbacks flash également, pour pouvoir encourager des ajustements rapides dans une communication qui soit vivante. Un café croisé pour créer des liens interéquipes, casser les silos relationnels. Ça, c'est intéressant aussi parce que en découvrant ce qui se passe dans d'autres équipes, ça permet aussi d'ouvrir son champ des possibles et puis d'avoir un sentiment d'appartenance aussi plus global dans l'organisation et pas seulement au sein de son équipe. Et puis, les groupes de parole anonymisés, ça, c'est intéressant parce que ça libère l'expression et ça fait remonter vraiment un vécu qui est réel. Donc, c'est important de comprendre que la reconnaissance, ce n'est pas une question de budget et c'est vraiment une posture managériale et culturelle. Et c'est un levier absolument puissant en termes de santé mentale et d'engagement. Il ne faut surtout pas, il faut en avoir conscience. Donc, en résumé, la culture de l'entreprise, ça va être l'ADN, ce sur quoi se base le relationnel au sein de l'entreprise. C'est ancré, c'est durable. Le climat, quant à lui, ça va être le ressenti instantané au quotidien, au sein des locaux, au sein d'une équipe. C'est le ici et maintenant. Et les deux façonnent la santé mentale au travail. Et chacun, à son niveau, peut contribuer, agir pour influer sur la culture d'entreprise en encourageant ce qui va générer de l'engagement, de la motivation, de la reconnaissance, et en refusant de reproduire aussi les comportements qui vous mettent vous-même mal à l'aise ou qui peuvent créer de la gêne, voire de la souffrance. Alors, pardon, excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, une fois qu'on a identifié tous les leviers pour travailler autour de la santé mentale, c'est important aussi de comprendre ce besoin de demander de l'aide, mais de comprendre aussi à quel moment cela opère. Et donc, à quel moment est-ce qu'on va demander de l'aide? C'est important de comprendre quand on fait face à la récurrence de certains signaux faibles. Quand la fatigue, le stress, les ruminations deviennent régulières, il est temps d'en parler.
quand les signes d'alerte des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de la perte de sens, du désengagement durent plus de quelques semaines, ben, il faut en parler, c'est important. Et puis également, quand on se sent seul face à une difficulté, quand les ressources personnelles ne suffisent plus et qu'on s'isole par peur d'en parler, c'est vraiment important de comprendre que la solitude ne va rien arranger et qu'au contraire, ça va vraiment conduire vers une plongée qui sera beaucoup plus difficile à remonter après. Donc, comment est-ce qu'on demande de l'aide? D'une part, en osant poser des mots simples. Je traverse une période difficile, j'aurais besoin d'en parler. Mais il faut également choisir le bon canal. Alors, un canal qui soit confidentiel ou qui soit en tout cas un canal de confiance, qui soit adapté aux besoins. Par exemple, peut-être un psychologue ou un psychiatre pour l'aspect émotionnel, selon si on a besoin de médication ou pas. Peut-être un RH si on a besoin de parler de l'aménagement de son travail, des conditions de travail, etc. En privilégiant une action précoce plutôt que d'attendre le point de rupture. Parce que quand vous arrivez à anticiper, vous avez encore la capacité de résilience pour pouvoir modifier et retrouver de l'engagement, retrouver du plaisir. Quand vous attendez le point de rupture, il est trop tard. Donc, c'est important d'oser des gestes simples avec des mots puissants, c'est-à-dire qu'on ne minimise pas ce qu'on vit. Je suis un petit peu fatiguée. Non, si vous venez en parler, c'est que vous êtes vraiment fatigué. Et il faut l'accepter, l'assumer, l'incarner, l'ancrer, parce qu'il faut le reconnaître. Sinon, si vous le minimisez, la personne en face de vous ne peut pas l'intégrer intellectuellement tel que votre besoin, à la hauteur du besoin réel. Et c'est important aussi de comprendre pourquoi c'est nécessaire de demander de l'aide. Partager, ça soulage. Verbaliser ce qui vous fait souffrir, ça permet de réduire la charge mentale. Et puis, on ne voit pas toujours seul ces options ou ces solutions possibles. Donc, ça permet vraiment de mutualiser autour de soi un écosystème bienveillant qui va vous aider à trouver des solutions. Et puis parce que aussi, un environnement de travail sain repose sur du soutien mutuel, sur de la prévention et pas uniquement, et surtout pas, sur de la solitude et de l'endurance. Donc, c'est un vrai levier de santé, de performance et de confiance. Et donc, et ensuite, à qui est-ce qu'on s'adresse quand on a besoin de demander de l'aide? Donc, en interne, il y a des relais, les managers, avec une posture qu'on attend et dont on a parlé tout à l'heure, avec une posture clé d'une capacité à écouter, à relayer en cas de besoin si le manager ne se sent pas les épaules de faire face seul. Et c'est en ça que les RH aussi servent. Un RH terrain doit collaborer avec les managers pour pouvoir l'accompagner. Et puis également, le manager doit protéger sans juger. Les RH, on en parlait, donc quand ça escalade ou si le collaborateur vient directement solliciter les RH, il y a évidemment toujours cette notion d'écoute, mais aussi cette notion d'orientation vers le bon dispositif. Peut-être relayer encore à d'autres référents internes, peut-être relayer vers des référents externes. C'est important qu'au niveau de l'équipe RH, vous ayez les moyens de fonctionner sur les sujets de santé mentale. Les référents internes, ça va être, les référents santé interne, ça va être tout ce qui touche à la QVCT, tout ce qui touche au RPS, à la diversité, au handicap, qui ont des rôles de veille et de proximité pour pouvoir justement avoir la capacité d'accompagner les collaborateurs. Et puis enfin, évidemment, la médecine du travail, qui eux sont en charge de faire de la prévention, mais également d'accompagner un collaborateur ou une équipe RH en matière de conseil de santé, d'aménagement d'un certain nombre de choses, quand on peut s'apercevoir, par exemple, que certaines équipes sont plus en souffrance que d'autres, liées soit à des éléments de leur métier, et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ça avec la médecine du travail pour ne pas abîmer les gens. Ensuite, à part des relais internes, il y a quand même l'élément clé qu'on avait évoqué tout à l'heure, que sont les collègues. Les collègues, ils ont un rôle discret, mais ce sont les premiers témoins des signaux faibles. Et quand une équipe fonctionne de façon naturelle et qu'elle fonctionne bien, vous avez une écoute bienveillante de la part de vos collègues et ça peut faire la différence. Et moi, j'aime bien la démarche cette culture du check-in où en fait,
au sein d'une équipe, on va attendre que les collègues veillent les uns sur les autres en leur posant une question, mais comment tu vas? Mais vraiment, on ne reste pas sur le salut, ça va, qui reste un peu en surface, et on est vraiment attentif au bien-être de chacun. Et puis enfin, évidemment, il y a des solutions externes. Donc, soit des pairs extérieurs, des mentors, des réseaux professionnels, etc., parce qu'on n'est pas toujours à l'aise pour en parler en interne, soit des thérapeutes, des coachs, des psychologues qui sont accessibles via des mutuelles, via des réseaux externes, etc. Vous avez des lignes d'écoute anonymes également qui peuvent être mises en place par certaines entreprises, et puis des associations, des numéros nationaux type le 3114 pour la prévention du mal-être, détresse psychologique. Vous avez un numéro sur drogue infoservice parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles le stress est tellement fort et la pression est tellement forte que des gens soit boivent beaucoup pour s'encourager, pour se donner la force, soit usent de stupéfiants. Et du coup, il est important de se faire aider. Il y a des lignes d'écoute de solidarité également. Donc, c'est important d'avoir aussi à disposition ce type de numéro pour les collaborateurs. Enfin, pour les collaborateurs, les managers, mais également les dirigeants. Parce que souvent, un dirigeant n'ose pas demander de l'aide. Donc, c'est important quand vous êtes du côté de la direction RH, par exemple, d'être attentif aux dirigeants pour réussir à leur présenter cette demande d'aide comme un levier de leadership. Parce que montrer l'exemple, c'est important. Oser dire, je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, c'est rassurant pour un collaborateur de se dire que son dirigeant n'est pas tout puissant et qu'il reste humain. Ça permet aussi de créer un climat où l'aide est valorisée, qu'elle n'est pas stigmatisée. Et puis, ça encourage les feedbacks des espaces de parole aussi, de voir le dirigeant qui ose en parler. Et puis enfin, pour un dirigeant, c'est également s'entourer de personnes ressources. Alors, ça peut être des coachs, des pairs, des professionnels externes, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le leader qui demande de l'aide est souvent celui qui inspire le plus confiance. Ça ne va pas le rendre vulnérable, mais ça va le rendre authentique. Demander de l'aide, qu'on soit collaborateur, manager ou dirigeant, ce n'est pas de la faiblesse, c'est vraiment un acte de lucidité. Dans un monde où la performance est valorisée, demander de l'aide est encore trop souvent perçu comme un aveu d'échec. Alors qu'en fait, au contraire, c'est une preuve de maturité émotionnelle et de leadership. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant. Ok. Non, pas de questions. Je vous donne deux petits outils. Moi, j'aime bien les outils, donc je vous en partage. Alors, la carte mentale, moi, j'aime bien. Il y a deux façons de la faire. Il y a une version corporate, comme ça, où en fait, ça peut être dans un livret d'accueil, ça peut être peu importe, où du coup, vous allez mettre ma santé mentale, celle du collaborateur, au centre, évidemment, en lui expliquant qu'il doit faire attention à ces signaux d'alerte. Et évidemment, vous allez lister, créer des documents ou des vidéos, enfin, peu importe le format, pour pouvoir parler des signaux d'alerte, pour pouvoir les informer. Comment peut-il demander de l'aide? Que doit-il faire pour prendre soin de lui? Quels sont les facteurs d'influence de sa santé mentale au sein de l'organisation? Et qu'est-ce que concerne le bien-être émotionnel? Le fait d'avoir une carte mentale comme celle-là que vous partagez, d'abord, ça va rassurer souvent les collaborateurs, à condition qu'elle soit incarnée, active, réelle, et que ce ne soit pas simplement un document existant. Et puis après, vous pouvez proposer aux collaborateurs de la décliner individuellement. Et donc, moi, mes besoins, qu'est-ce que tu fais si tu as besoin de besoins externes? Et donc, tu vas faire appel à des besoins internes, pardon. Et qui sont tes solutions internes? Et donc, il va pouvoir les lister. Si tu as besoin de soutien psychologique, quels sont, par exemple, les relais que tu peux mobiliser? Si tu as besoin d'un regard extérieur, et en fait, vous le faites compléter sa propre carte mentale pour se protéger. De sorte que si à un moment, il sent qu'il est en difficulté et qu'il n'a pas la capacité à identifier ce qu'il peut faire, il peut se référer à ce document qu'il aura préalablement complété pour pouvoir se guider. Si j'ai besoin de parler et de décharger ma conscience, j'ai des collègues, j'ai des managers, j'ai des amis, j'ai de la famille et peut-être que j'ai même identifié quelques personnes ressources. Si je dors plus, si je suis dans un niveau de stress ou d'anxiété majeure, j'ai sans doute un besoin médical ou d'aménagement de mon temps de travail.
Dans un premier temps, je peux peut-être voir la médecine du travail. Et du coup, quelle est la procédure pour le solliciter? Et puis, ou alors, est-ce que je vais voir mon médecin traitant directement? Donc voilà, ça, c'est des outils, vous les adaptez, mais en tout cas, c'est très utile à pouvoir proposer aux collaborateurs également. Et donc, quand on a pardon, compris tout ça, l'objectif, c'est aussi de travailler sur dans quel type d'entreprise j'ai envie de travailler. Et donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui travaillent en prévention des risques psychosociaux, mais n'ont pas encore intégré la notion de régénération. Et du coup, il faut bien garder à l'esprit que la QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail, ce n'est pas un bonus, mais c'est un vrai levier de performance durable. Elle agit sur l'engagement et la fidélisation, elle va diminuer l'absentéisme aussi, et elle va forcément intervenir positivement sur la marque employeur. Donc, vous allez pouvoir intervenir sur toute la ligne, attractivité, rétention et également sur la satisfaction client, puisque la marque employeur, c'est vraiment une verticale. Et donc, en travaillant sur la QVCT, vous allez travailler à la préservation de la santé tout en renforçant la capacité à innover et à s'adapter. Donc, ce n'est pas une charge, c'est un investissement. Mais il faut bien comprendre que quand on est dans la prévention, on peut être une entreprise durable qui va chercher à réduire les impacts négatifs, mais si vous voulez passer à l'étape d'après, ça va être l'entreprise régénérative. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait pour aller plus loin? L'entreprise régénérative, elle redonne plus qu'elle ne prend. Donc, comment s'y prend-elle? Ça va être une entreprise qui, par exemple, va redonner davantage aux salariés, à la société, à l'environnement. Et puis, elle agit comme un écosystème véritablement vivant. Elle favorise la santé, la créativité, la coopération. Par exemple, une organisation qui ne se contente pas de prévenir les risques psychosociaux, mais qui va créer activement des conditions de vitalité et d'épanouissement. Par exemple, la pratique de sport, des moments de respiration. Dans certaines entreprises, il y a de la méditation, de la pleine conscience, etc. Ou organiser le temps de travail peut-être différemment en fonction des besoins pour préserver l'énergie. Et donc, l'entreprise de demain, elle ne vise pas seulement à prévenir, entre guillemets, la casse, mais à nourrir véritablement la régénération collective. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors non, je ne vois pas de questions pour l'instant. Bon, eh ben, écoute, super. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps ou pas? Oui, il est 11 h. Il me reste combien de temps dans les questions? Il te reste, là, il te reste 5 minutes, mais il n'y a pas de questions pour l'instant, vu qu'on a demandé aux personnes de les poser au fur et à mesure. Donc, tu as encore 10 minutes devant toi. Ok, eh ben super. Vous verrez dans le livrable, je vous ai mis quelques chiffres clés qui sont vraiment intéressants à lire parce que on n'a pas forcément conscience de tout ça. Et fort heureusement, il y a de plus en plus d'études qui sont faites. Mais aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte que 53% des Français aujourd'hui ont déjà connu un épisode de souffrance psychique au cours des 12 derniers mois. 70% des Français cautionnent au moins un stéréotype sur la santé mentale, ce qui prouve bien que le tabou est encore largement présent. Aujourd'hui, vous avez 51% des Français qui souffrent d'anxiété et 53% qui souffrent de troubles du sommeil encore. Et puis alors, si on va sur les éléments plus financiers, attendez, pardon, je suis obligée de déplacer ma petite fenêtre. Vous avez quand même 13 millions de personnes aujourd'hui qui présentent un trouble psychique chaque année. Donc, c'est un Français sur 5. Le coût total aujourd'hui des dépressions attribuables aux risques psychosociaux au travail, donc perte de qualité de vie, de productivité, les arrêts maladie longue durée, etc., sont chiffrés entre 45 et 103 milliards d'euros par an en France. Par an, le coût global du désengagement psychologique, du turnover, de l'absentéisme, c'est 13 250 euros par salarié. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience de tout ça. Vous pourrez lire tranquillement tous les chiffres, je ne vais pas tous vous les citer maintenant. En synthèse, ne pas prévenir le mal-être mental au travail, ça expose toute organisation à une baisse durable de l'engagement et de la productivité.
et forcément à des pertes économiques majeures. Donc, prendre soin de la santé mentale au travail aujourd'hui, c'est investir dans ces équipes, c'est investir dans l'énergie, dans la créativité, dans la pérennité. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, j'espère que ces réflexions et outils sur la santé mentale, sur la qualité de vie, vous inspireront au quotidien. Je tiens quand même à remercier l'équipe d'Atlas, Latifa et Aurore qui m'ont accompagnée dans la préparation de ce webinaire. Merci aussi à Finaxim et son réseau d'experts qui crée une très très belle dynamique autour de ces sujets, et puis Likim qui m'a épaulée depuis le début de ce projet. Et donc, prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Caroline. Alors, du coup, on a quelques petites questions là en ce fin de webinaire. C'était pour savoir si, du coup, vous pourriez disposer du replay. Bien sûr, vous allez pouvoir accéder au replay. Je vous annonce également que le site de l'Opco Atlas va se doter d'une page dédiée à la santé mentale au travail et que ce webinaire, du coup, figurera de façon permanente sur cette page. Donc, voilà, ce sera accessible à tous et à toutes. Caroline, on tenait à te remercier du coup pour ton intervention. Il y avait aussi je ne sais plus s'il y avait encore une slide sur les prestations d'appui conseil RH qui sont proposées par Atlas. Mais en tout cas, sachez-vous qu'en tant que grande entreprise, l'offre Atlas des prestations d'appui conseil RH s'est aussi renforcée. Du coup, on a rajouté cette thématique de la santé mentale au travail dans les prestations d'appui conseil RH. Donc, c'est dans la prestation 1 et dans la prestation 3. Donc, vous, en tant que de grande entreprise, en fonction de votre branche professionnelle, vous pouvez bénéficier de financement pour vous faire accompagner, entre autres, sur ce sujet également. Et dans ces cas-là, on vous invite à vous rapprocher de vos conseillers. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Caroline pour votre intervention. Merci beaucoup. Avec pour plaisir. La richesse. Avec plaisir. Et puis, effectivement, le webinaire sera disponible. Et en tous les cas, nous espérons, merci pour le partage d'outils, Caroline également. On a eu quelques commentaires là-dessus aussi sur le partage de questions. Donc, nous espérons que ça vous soit bénéfique, utile. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents à l'Opco Atlas si besoin est de traiter de ce sujet. Merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.